Quand nous montons à bord du train, le soir du 6 mars 1958, Jean-Pierre Goyer, Bruno Meloche et moi, Francine Laurando, avec la mission d'aller frapper au bureau du premier ministre Maurice Duplessis, nous sommes inquiets sur ce qui nous attend à Québec. Car le moins qu'on puisse dire, c'est que le sort des étudiants et des universités n'est pas une priorité pour le chef de l'Union nationale, qui a jusqu'alors obstinément refusé de recevoir les délégués des associations étudiantes, l'éducation étant, n'est-ce pas, un domaine strictement réservé au gouvernement, le gouvernement c'est lui, et aux institutions religieuses. Ils font erreur, grave erreur, ceux qui préconisent la neutralité de l'enseignement. Il ne peut être question de neutralité entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Il ne peut être question de neutralité dans le domaine de l'éducation parce que la principale lumière qui répand de la vie, qui permet de voir dans le domaine éducationnel, c'est la lumière éternelle. En 1958, je suis inscrite à la faculté de lettres de l'Université de Montréal et je m'intéresse au combat des associations étudiantes pour la démocratisation de l'université. Car il faut bien comprendre que dans ces années-là, il n'y a pratiquement qu'une seule et unique voie d'accès à l'université, le cours classique et sa conclusion, le baccalauréat, alors dispensés par des collèges privés, donc payants. Alors, pour poursuivre ses études à l'université, il faut par conséquent disposer d'encore plus d'argent. En d'autres termes, être issu d'un milieu privilégié. C'est à ce privilège que s'attaque le mémoire de la Fédération étudiante. Le 6 mars 58, notre grève remporte un succès inespéré. L'écrasante majorité des étudiants du Québec boycottent les cours pour alerter l'opinion publique et pour protester contre l'inaction du pouvoir, un pouvoir qui, dans une société en pleine effervescence, en pleine mutation, nous sert inlassablement le même discours. J'ai été particulièrement impressionné tout le long de ce voyage que j'ai fait de Montréal ici, à voir dans nos campagnes de grands crucifix, faisant voir bien haut l'attachement des nôtres aux principes religieux et indiquant d'une façon bien claire que les valeurs spirituelles ont encore et toujours leur place dans une province et dans un pays. 30 ans plus tard, le discours politique s'est modernisé, l'enseignement secondaire public est gratuit. Mais les étudiants d'aujourd'hui réclament toujours la démocratisation de l'accès à l'université. Le 6 mars 1958, on ne manifeste pas seulement à Montréal. À Québec même, devant le Parlement, les étudiants défient directement le pouvoir. The only weapon, speeches, firecrackers, placards, fruits, and invective. The call to demand for increased financial aid to universities. 2,000 Laval University students, supported by students from other Quebec province universities, laid siege to the legislative buildings for a day. C'est à Québec, à l'Université Laval, que nous allons découvrir nos plus ardents camarades de lutte. Bon nombre d'entre eux sont étudiants à la Faculté des sciences sociales, fondée une quinzaine d'années plus tôt par le père Georges-Henri Lévesque. Duplessis se méfie de la Faculté des sciences sociales, parce que, n'est-ce pas, qui dit social dit socialiste, et qui dit socialiste dit communiste. Dans une seule des 6 universités du Québec, les étudiants dociles cèdent au chantage et refusent de faire la grève. Dès le lendemain, cette même université recevra un chèque substantiel du gouvernement. On appelle ça les octrois discrétionnaires. Vous n'aviez pas de maison d'école. Les salaires des institutrices étaient des salaires de pitance, des salaires de misère. Les commissions scolaires ne pouvaient rien payer. Tout ça après 40 ans, 38 ans de régime soi-disant libéral. Et après que le comté de Gatineau et le comté de Pontiac aient toujours voté pour des couleurs. C'est pas surprenant si aujourd'hui il y a tant de choses à faire. Si après des années, vous n'avez pas de chemin, vous n'avez pas d'hôpitaux, vous avez besoin d'école, c'est toujours pas de notre faute, on n'a pas pouvoir, c'est la faute de qui? Qui était au pouvoir dans ce temps-là? Qui était votre député dans ce temps-là? Il y a des Canadiens qui refusent au gouvernement fédéral tout droit d'intervention dans certains domaines culturels, et en particulier dans celui de l'aide aux étudiants et aux universités.
sous forme de bourse ou d'octroi. Pensez qu'on nous attend? Oui, pensez que nous allons être reçus? Entre un gouvernement fédéral qui voudrait bien participer à leur financement et un gouvernement provincial qui les affame, les universités sont prises en otage. Toutes ces questions sont débattues jour après jour dans un quotidien indépendant de Montréal, Le Devoir, dont le rédacteur en chef, André Laurendeau, n'a pas attendu la grève des étudiants pour prendre leur parti. Quand je pense à cette époque, ce n'est pas au Parlement que je vois l'opposition au régime. Non, la véritable opposition, elle est un peu partout au Québec. Elle milite dans le mouvement syndical, elle s'exprime sur les ondes de Radio-Canada, elle se définit dans la revue Cité Libre, dans l'hebdomadaire Vrai, à la Faculté des sciences sociales de Laval, à la Maison Montmorency et en bien d'autres lieux de réflexion, de discussion, d'action. Quand nous prenons le train pour Québec, un journaliste nous accompagne, Guy Lamarche, du Devoir. Ça, la grève, les discours, tout ça, j'étais rentré au Devoir juste au moment où j'avais quitté pour aller écrire cette copie, ce roman fleuve qui est presque une page le lendemain. J'avais appris qu'il était question que 3 étudiants prennent le train ce soir-là pour aller à Québec. Et moi, pendant que j'écrivais ma copie, j'en ai discuté et une fois que tout a été fini, j'ai dit, c'est une bonne histoire, j'y vais, je cours, je vais avec eux. Je suis parti du Devoir, j'allais directement à Gare Windsor et je suis monté à bord du train. C'est là que j'ai fait votre connaissance d'ailleurs, parce que vous étiez pas... Je connaissais beaucoup de monde, j'étais un peu, évidemment, ceux surtout du quartier latin, les principaux leaders, mais je vous connaissais pas personnellement, ni l'un ni l'autre. Mais est-ce que vous aviez idée vraiment de ce que ça représentait dans le contexte de dire on veut voir Duplessis? Est-ce que c'était précis comme but? Moi, j'étais sûre, moi je me disais de 2 choses l'une, vous allez voir mon grand flair politique, ou bien il nous reçoit, puis là il nous dit n'importe quoi, il nous tapote l'épaule, oui mes petits-enfants, et puis on s'en retourne, puis rien n'est changé. Ou bien alors, on se fait expulser carrément, il nous fait expulser comme il l'a déjà fait, comme il l'a fait plus tard avec un journaliste, Guy Lamarche, et puis c'est fini. Moi je pensais qu'on viendrait le lendemain. Ou le surlendemain, franchement. Non, moi, j'avais le sentiment que ça pouvait être long. Ce qui m'avait d'abord incité à partir, c'est que c'est pas possible que tous les efforts que nous avons faits comme groupe d'étudiants, la préparation studieuse d'un mémoire, la rédaction, le nombre d'assemblées, de discussions avec les assemblées générales, le conseil de l'AGUM, les tentatives pour rencontrer le premier ministre, les débats qui ont eu lieu, les assemblées, le vote, la grève, et que tout ça tombe et finisse ici. Moi, je pense qu'une des choses qui pouvait m'attirer comme journaliste aussi, c'est, voyons, c'est pas vrai, des jeunes, des enfants s'en vont cogner à la porte du père Grognon, puis dire, papa, on a des choses à te dire, on veut te parler, on veut que tu parles à nos représentants. Et ça, là, pour les gens qui étaient en dehors de ça, qui étaient dans la société, c'était... Oui, mais souvenez-vous que c'est quoi ce culot-là? Oui, le jour de la grève, le recteur de l'Université de Montréal, Monseigneur Lucie, avait dit cette grève est inutile, inefficace et dangereuse. Oui, il faisait partie de l'opinion étudiante, c'était une opinion très volatile et les réactions de l'université commençaient. Oui, mais attention, mais Laval, c'était Laval. Premièrement, eux, ils étaient plus militants que nous. Ils avaient voté 3 jours de grève, ils les ont fait. Deuxièmement, tu avais tout le noyau là, de sciences sociales qui était vraiment autrement plus avancé que les sciences sociales à Montréal. Montréal, c'était à Montréal. Et c'était à Montréal que c'était dangereux dans les journées qui suivaient. Mais au fond aussi, au Devoir, on militait contre le régime Duplessis. On avait un dénominateur commun, ça n'avait pas d'importance que tu sois dans les jeunesses socialistes, que tu sois dans le Parti libéral, que tu sois un penseur indépendant, prenons cette expression-là, et moi, un journaliste du Devoir. Dans le train, d'ailleurs, on s'est vite aperçu qu'il y avait un dénominateur commun. C'est que le vieux, à Québec, ça avait plus de bon sens. Mais Jean parlait tout à l'heure que ça avait commencé, dans le fond, avec la grève de Murdochville. Tu sais, toi, tu parles d'implication personnelle, mais si on parle de la société dans laquelle vous viviez à l'époque... C'est-à-dire, on a peut-être vécu un peu de façon différente, mais moi, je me souviens, à l'époque, c'était quasi un désespoir. Je voyais pas comment on s'en sortirait un jour. Moi, j'avais l'impression, quand j'étais à l'Université de Montréal, que j'allais être obligé de faire toute ma vie ce que j'avais vu d'autres être obligés de faire, aller à la messe alors qu'ils ne croyaient pas, faire des grimaces à gauche et à droite. On avait l'impression que le ciel peut nous tomber sur la tête n'importe quand. On avait l'impression qu'on avait à Québec un pouvoir qui était tout à fait indélogeable. C'est transporté dans les moulins et réduit en pulpe devient demain du papier journal, du papier qui sert de véhicule
à la pensée humaine, du papier qui sert de propagande aux idées qui sont répandues dans le monde, dans le Canada et dans la province de Québec. Il y avait eu l'élection de 56 qui avait été un massacre. Un vol. Il y avait pas seulement Duplessis, il y avait tout ce qu'allait avec Duplessis qui était aussi pire que Duplessis, notamment l'Église, Monseigneur Lucie à l'université, les curés, même dans les paroisses, les évêques. On avait l'impression d'un climat mais complètement fermé avec la censure. Moi, ce que j'approche le plus, entre autres, à 8 ans de cours classique, c'est le temps qu'ils m'ont fait perdre à lire des conneries alors que j'avais le temps de lire des choses qui étaient malheureusement à l'index. Et je parlais avec Dansereau de ça, moi, sur le campus de l'université dans les années 57, Pierre Dansereau. Et j'avais l'impression que cet homme-là, qui a quasiment pu être mon père, avait vécu la même chose, comme si on était sortis du même collège la veille. C'était vraiment désespérant. Au terrain de jeu Saint-Philippe, les deux chefs, les deux amis. Symbole d'unité, dans la même barque, au même port, l'Église et l'État. Par exemple, moi, j'ai fait mes études au Collège Basile-Moreau à Ville-Saint-Laurent. C'était des sœurs qui m'ont enseigné. Je pense que le seul professeur qui venait de l'extérieur, c'était le chanoine Gros qui nous enseignait l'histoire. Et par exemple, en philosophie, comme chacun sait, on étudiait saint Thomas d'Aquin. On ne faisait pas d'histoire de la philosophie. Mais c'est un peu grâce à ça, par exemple, que j'ai lu L'être et le néant de Jean-Paul Sartre. Il n'y a rien de plus assommant que ça. Si ça avait été au programme, peut-être que je ne l'aurais pas lu. Si on était un peu curieux quand même... l'histoire des erreurs philosophiques. Oui, oui, peut-être. Mais si on était un peu curieux quand même, on pouvait lire autre chose. Il ne faudrait pas s'imaginer qu'on était tous des BA devant ça. Mais c'était pas facile de lire autre chose dans certains collèges. Tu n'avais pas accès. Non, mais tu pouvais être expulsé du collège, tu pouvais être renvoyé du collège si tu lisais des livres à l'index. C'était l'enfer dans plusieurs librairies pour avoir accès à certains livres. Qui vous faisait découvrir Sartre, tout ça? C'était des professeurs ou c'était de votre milieu intellectuel, puisque c'était supposément pas l'université? Bien, c'était ambiant, c'était dans l'air. Moi, si j'ai lu Le deuxième sexe, c'est peut-être pas mes parents ni les professeurs, c'est parce qu'on voyait dans les journaux, je sais pas. Au Collège Saint-Laurent, en tout cas, c'était un collège qui, je pense, était très avancé dans le domaine artistique. Non, ça c'est exact. Les collèges classiques ont été quand même un ferment pour nous apprendre à penser, nous apprendre à raisonner. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Tout ce qu'on n'avait pas lu, tout ce qui nous avait échappé, tout ce pourquoi on devenait tout à coup curieux, mais on s'est mis à le dévorer, littéralement, et on s'est mis à s'en parler entre nous. Et c'est comme ça, on était les premiers, je pense, à définir, pour nous, une liberté personnelle de pensée qui échappait complètement au contrôle qui nous entourait. Moi, j'étais, après 3 mois au devoir, un jeune athée qui trouvait que l'ordre de Jacques-Cartier, c'était pas une bonne idée. Les ordres secrets, je trouvais pas ça très drôle. Mais j'étais entouré, un des éditorialistes qui était là, qui était le commandeur en chef de l'ordre de Jean-Cartier. Le journal était intensément catholique, encore très clérical. Il y a quoi de tout ça que tu aurais pu écrire dans le devoir? Non, on ne pouvait pas l'écrire. Et si la marmite n'avait pas sauté, tu aurais passé ta vie à ne pas pouvoir l'écrire. Il y a eu à un moment donné tellement de gens qui se sont retrouvés dans cette situation personnelle où il avait quand même fait sauter pas mal de choses, que ça a eu son impact sur la société. Il faut dire que l'université, c'était vraiment l'initiation. Quand tu sortais de ton collège, tu arrivais à l'université, là, tu découvrais le monde. Tout ce qu'on t'avait empêché de faire depuis des années, Dieu sait qu'on était fous la première année. Je pense que je le découvrais au devoir, je ne l'ai pas passé par l'université. C'est un peu la même chose. C'est là qu'on découvrait la liberté, mais ce qui, je pense, caractérisait le plus cette époque-là, c'est le fait que la puissance soit dans les mains d'un homme. Puissance sous plusieurs aspects. D'abord, il y avait l'autorité. Il était premier ministre et on nous avait enseigné le respect de l'autorité. Le clergé nous inculquait cette vertu-là. Il avait aussi le patronage dans les mains parce qu'il contrôlait ça directement et on sait que les contrats se donnaient sans soumission, etc. Et le devoir, à l'époque, soulevait beaucoup de problèmes dans cette sphère-là des activités gouvernementales. À part ça, c'est qu'il contrôlait son parti et le parti était vraiment le croix ou meurt. Il contrôlait aussi la police. Il était procureur général. Et on sait que la police était une police à peu près politique. Et c'est dû au fait que vous avez un gouvernement qui a la tête sur les épaules. Nous ne promettons pas la Lune parce que nous ne sommes pas des nuétiques. Nous ne sommes pas des démagogues.
Ce qui nous réunissait, finalement, c'était le problème d'un seul homme, l'incarnation par Duplessis de cette affaire-là. C'est que ça se jouait à deux niveaux. Parce que nous, on avait déjà un goût de la liberté, puis un goût de la parole, puis qu'on commençait à s'alimenter, on sentait de plus en plus le poids du couvercle. Pour sentir que le couvercle pèse, c'est qu'il faut que la pression monte à l'intérieur, puis elle montait en nous. Mais pour moi, un seul homme, c'est un peu court, parce que, tu sais qu'au moment où vous avez fait le voyage des Trois, on est à 2 mois d'un éditorial célèbre d'André Laurendeau qui s'appelait « La théorie du roi nègre », qui expliquait très bien là-dedans que peut-être que ça s'incarnait sous un nom qui s'appelait Duplessis, mais que c'était un système par lequel des pouvoirs aimaient beaucoup avoir ce type d'autoritarisme, d'autocratisme. Et au fond, c'était le couvercle qui était tenu à 3 coins. C'était les petits politiciens, le pouvoir politique, l'Église. Il ne faut pas oublier le 3e coin, qui était la grande entreprise, qui était à peu près contrôlée par les anglophones, par les étrangers, par les Américains. Tout ce qu'on dit aujourd'hui de la reprise en main de l'économie des francophones, tout ça, à l'époque, c'était même pas perceptible, c'était même pas envisageable pour la plupart des gens qu'un jour, on brasserait un peu des affaires. Puis déjà, il y avait en gestation, à ce moment-là, là-dedans, non seulement la Révolution tranquille, qui n'est pas du tout une affaire de génération spontanée, mais la Révolution nationaliste qui devait suivre immédiatement après. C'était là. Oui. Votre groupe spontané des Trois, là, la phrase la plus officielle qui existe, c'est Rubilly qui vous décrit, lui, Goyer, parrainé par les Desmarais, la petite Laurendeau, fille d'André, nièce de Perrault, puis Meloche, le petit militant. C'était quand même... Vous êtes devenu un groupe spontané, mais la seule analyse historique ou analyse qu'il y a de vous autres, c'était que vous étiez toutes plantées là parce que vous étiez déjà des produits. On a parlé d'envoyer, de joindre au groupe, parmi les Trois, une fille. Alors, moi, personnellement, j'étais pas favorable sur le coup à cette hypothèse-là parce que je voyais des complications de type organisationnel avec cette hypothèse-là. Qui avait eu cette idée avant-gardiste? Il y avait un groupe de filles. Je me souviens, c'était un chef syndicaliste, en tout cas un représentant syndical qui était de la CSN. Le nom m'échappe. Il n'y avait pas une fille aussi qui était une infirmière? Isabelle Lafontaine. Isabelle Lafontaine. Et puis c'est lui qui avait dit, il vous faut une fille, il faut que ce soit représentatif. C'était assez d'avant-garde à l'époque. Oui, et alors, non. Francine a été présentée. Oui, mais d'abord, les yeux se sont tournés forcément vers Isabelle Lafontaine, qui, elle, militait vraiment dans le mouvement étudiant. Oui, elle militait dans le milieu. Sauf qu'elle, elle travaillait la nuit dans une pharmacie. Ça, c'est un cas. Et elle perdait son travail. Donc, c'est un peu pour ça, moi, que j'ai été catapultée là. Francine, non seulement elle ne la connaissait pas, mais Francine est une femme. Elle était une jeune fille à ce moment-là, réservée, plus timide. On ne connaissait pas la profondeur de sa pensée qu'on a découvert par la suite et on a fait bonne équipe. Mais après ma barre, je me souviens d'avoir eu la même réaction et d'en avoir discuté avec Bruno. On se connaissait, alors on avait fait un petit aparté, on a dit « Mon Dieu, est-ce que ça va marcher? » tu sais. Et on était nerveux à ce sujet-là. Alors on s'est dit, est-ce que ça n'aura pas comme effet de museler et d'empêcher André Laurendeau de réfléchir et de commenter ces nouvelles-là? Oui, imagine-toi alors la position du tout jeune journaliste au Devoir qui fait connaissance cette nuit-là de la fille de son rédacteur en chef et qui est en train de couvrir une action qu'elle pose. Les distances sont assez compliquées à avoir, mais moi, c'est pas... ça m'a pas vraiment dérangé d'ailleurs. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais à un moment donné, pendant la nuit, ça n'a pas été long que j'ai comme fermé ma machine. On est embarqué dans une longue discussion politique où, à ce moment-là, on était vraiment 4. Je vous couvrais plus pendant plusieurs heures. Quand vous me demandiez qu'est-ce que tu penses qui va arriver, qu'est-ce qu'on va faire, là, je mélangeais un petit peu les rôles. J'avais conscience que je mettais mon père dans une situation épouvantable parce que j'ai relu ça, là, je me suis rafraîchi la mémoire. Il a tout le long, les semaines qui ont précédé, il a pris parti pour le mémoire des étudiants. La veille et le jour de la grève, il a pris parti pour la grève. Puis là, moi, je partais. Je me disais, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne pourra plus en parler. Et il a continué à en parler.
sans jamais faire d'allusion, quoi que ce soit. Je ne sais pas comment il l'a fait. J'ai vraiment dû le mettre dans une situation... Moi, je pense que c'était la première fois que j'étais confronté à être en présence d'une femme qui faisait de la politique. Elle était en train de faire de la politique. N'oubliez pas que, essayez de vous rappeler, tous les quatre, quand on est venu au monde, notre mère n'avait pas encore le droit de vote au Québec. Nous autres, on a été, toute notre enfance a été habitée par le fait qu'une femme ne fait pas de politique. Et nous, les trois gars, dans cette nuit-là, faire de la politique, c'était notre avenir, c'était notre passion, c'était notre jeu, c'était notre game, c'était notre partie d'échecs à nous. Puis on se disait, elle vient jouer à quoi, elle? Et maintenant, mademoiselle Francine Laurando, vous qui êtes étudiante en sciences politiques, et même aussi, depuis quelque temps, vice-présidente nationale des jeunesses CCF. Social-démocratique, pardon. Oh, pardon. Eh bien, à titre social-démocratique, justement, on vient de parler du petit coin qu'on vous fait pour la lecture dans les journaux. Est-ce que vous trouveriez que la société aussi vous fait un petit coin aux femmes trop petit? Bien sûr. On confine la femme à son rôle de maternité. À part ça, mon Dieu, c'est une poupée, un objet décoratif. Et puis quand elle veut en sortir, oh là là, on lui dit « Retourne chez toi et continue à nous charmer ». Et ce sombre tableau que nous avons le mauvais goût de trouver si attrayant, est-ce que vous pourriez l'illustrer d'exemples? Ah, il y en a des tas d'exemples. Par exemple, celui du journalisme. Si une femme veut faire du journalisme, on va pas lui demander ce qu'elle pense des problèmes mondiaux. Non, non, on va tout simplement lui donner le carnet mondain, la chronique de mode. Ainsi, mon Dieu, prenez le Code civil. Dans le Code civil, on nous considère comme des êtres mineurs, comme les idiots. Mon Dieu, il y a beaucoup d'autres exemples. Par exemple, l'éducation. Quand une fille est intéressée, veut étudier autre chose que la psychologie enfantine ou l'art culinaire, non, 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 c'est pas pour toi, ma fille. Et tout ça, c'est vraiment uniquement la faute des hommes? Mon Dieu, c'est la faute des hommes, c'est bien aussi la faute des femmes. Le temps des revendications est fini et je crois qu'il faut cesser de réclamer nos droits, il faut qu'on les prenne. Est-ce que tu les trouvais un peu retardés, ces jeunes-là? Paternalistes et tout ça? Je les trouvais un petit peu paternalistes, oui, c'est vrai. Ils avaient une façon exquise d'être galants, à laquelle j'étais peut-être pas très habituée de la part de gens de mon âge. Mais enfin, c'est des nuances. Ça m'a pas dérangé plus que ça, parce que moi, je trouvais ça tout à fait normal d'être là. Puis pour moi, j'étais pas la fille de service, je veux dire. Je sais bien que je l'étais d'une certaine façon, mais moi, j'étais vraiment là. Sur le train, puis dans les premiers jours et semaines, je l'apercevais comme une intellectuelle, une femme très introvertie, sévère dans ses analyses, exigeante sur le plan de l'action, audacieuse sur certains types de démarches. J'essayais de trouver un côté farceur, mais j'en ai pas beaucoup trouvé. Et on a discuté avec Francine en disant qu'il va falloir, de part et d'autre, faire bien attention de ne pas projeter une image qui puisse être le moindrement exploitée, parce qu'on connaissait M. Duplessis et puis toute la panoplie de ses acolytes qui pouvaient nous attaquer sous cet angle-là. Mais rapidement, Francine a mentionné qu'on a toujours eu une bonne conduite, mais il faut dire, à l'avantage de Francine, que l'image qu'elle-même projetait était bien claire, s'est imposée bien rapidement là-dessus, que c'était pas, on n'était pas partis en party. Si on avait été le moindrement séparés physiquement, on aurait pu nous exploiter l'un contre l'autre. Or, comme on l'a dit tantôt, on tenait à être solidaires dans tous nos gestes et on voulait qu'en définitive, ce soit nous qui prenions toutes les décisions. Alors, d'être physiquement sous le même toit, Francine dans sa chambre, Bruno et moi dans une autre chambre parce qu'on n'avait pas d'argent pour avoir 3 chambres. Alors, on a vécu comme ça ces 2 mois et demi. Ça t'a bien servi, Jean-Pierre, parce que tous les matins, tu me disais « Bruno, peux-tu avoir congé ce matin? » Allez-y donc, ça en bas. Il faut dire qu'à chaque matin, ça a été difficile. Ça n'a pas été une routine, jamais. À chaque fois, on frappait le mur du pouvoir. Alors, on s'est amené vers les 6h30, 7h au restaurant Riviera à la traverse de Lévis.
Et là, ça a été le premier contact avec les étudiants de Québec qui n'étaient pas chauds de nous recevoir. Ils ont dit, qu'est-ce que vous venez faire ici? La nouvelle était déjà parvenue qu'on venait camper devant le Parlement. Alors, ça avait l'air un peu hurluberlu. Scout, c'est ça. Et ce sont les étudiants de Laval qui nous ont dit quelle était l'habitude de M. Duplessis, à quelle heure il arrivait à son bureau, pour que nous, on puisse arriver alors que M. Duplessis était à son bureau. On ne voulait pas le rencontrer d'une façon impolie, incongrue. C'était quand même l'autorité. Tout l'énervement là, que pouvaient susciter les cancans. Et la police va être là, ils vont vous arrêter, vous allez vous faire bastonner, vous allez vous faire ridiculiser. Là, tout est sorti. Puis nécessairement, c'était bon que ça sorte, mais on était déjà assez tendus, on n'avait pas besoin de ce climat-là. Je connaissais déjà un scénario que je m'étais imaginé. Alors, je dis, le premier ministre a sûrement une salle d'attente, il y aura des chaises là, et on s'assoira là tout bonnement, et on attendra notre tour. Et s'il ne veut pas nous recevoir tout de suite, bien, il nous recevra plus tard, mais on va rester dans l'antichambre. Mais lorsque nous avons vu ce corridor et cette absence d'antichambre à laquelle nous pouvions avoir accès, là, j'ai réalisé que nous étions vraiment devant un pouvoir et un mur. Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce que nous allons devenir? Comment allons-nous pouvoir agir à l'intérieur de ce cadre-là? Parce qu'on s'était posé aussi, parce que quand même nous étions des étudiants en droit, est-ce que nous pouvons demeurer comme simples citoyens dans le Parlement? Ou si la police peut nous sortir, c'est-tu la maison du peuple? Est-ce qu'on a des droits à être dans le Parlement ou dans les bureaux? C'est des questions que nous nous posions. Moi, je m'étais informé auprès d'autres journalistes par où on passait pour se rendre jusqu'au bureau du premier ministre. Et je me souviens que je les avais accompagnés presque jusqu'au bout. Puis que là, je leur avais dit, voilà, allez à cette porte, la secrétaire va vous répondre. Si ma peur à moi m'a pas empêché, alors que j'étais journaliste en train de couvrir leurs gestes, d'aller jusqu'au bout avec eux, Je les ai attendus, lorsqu'ils sont revenus, m'ont appris que quelqu'un leur avait dit que M. Duplessis refusait de les recevoir. Et c'est comme ça que moi, comme journaliste, j'ai recueilli mon information, alors que si j'avais eu moins peur, j'aurais probablement été avec eux jusqu'à cette porte-là. C'est-à-dire, le premier matin, notre première entrevue, il n'y a pas eu de refus comme tel. M. Tourigny, de mémoire, nous a reçus. D'ailleurs, il avait été prévenu probablement par les journaux ou autrement. Et il s'est informé qui nous étions. Alors, il a demandé à Jean-Pierre, il s'est assuré que Francine était bien la fille d'André Laurando. Il nous a reçus avec bonhomie. Et je me souviens qu'il nous avait dit, écoutez, M. Duplessis n'est pas arrivé ou je le verrai tantôt. Allez visiter Québec et revenez vers 10h30. Bonne. Délicieux, délicieux. Café de la paix. C'est ici que notre journée commençait. Nous sommes revenus vers 10h30. Et c'est là que nous avons eu le premier refus. Un petit peu de variante à ça. D'abord, sur le plan de quel était le sentiment profond que je ressentais. Personnellement, il faut se remettre dans le contexte, exténué, très tendu, et puis faisant face à ce qu'était le pouvoir. Et là, c'était réel, c'était là. Moi, j'étais à la limite de ma peur. C'est-à-dire que s'il est arrivé un événement un peu plus, un choc, là, ça aurait éclaté. Et je me souviens que mon sentiment, c'est que quand M. Tourigny, quand la porte s'est ouverte, je ne savais pas qui était derrière, quand la porte s'est ouverte, là, si quelqu'un avait dit « Peu! » Ben, moi, en tout cas, personnellement, moi, je m'évanouissais ou je sais pas quoi. Ils ont manqué leur coup. Eux non plus n'avaient pas planifié leur jet. Mais comme dit Bruno, M. Tourigny nous a ouvert la porte, un homme courtois, gentil, austère, sévère.
Et mon souvenir, c'est qu'il nous a demandé un peu comme on peut faire en cours, ou peut-être avec la police, mais disons en cours pour plus de respect envers M. Tourigny. Quel est votre nom, votre adresse? Avez-vous une bourse du gouvernement? Quel est le nom de votre père? Est-ce que votre père fait affaire avec le gouvernement? C'est un employé du gouvernement, etc. Ah, Mlle Laurando. Ah, oui, c'est ça. Hein? Fille d'André Laurando, oui. Ça se fait traiter en enfant. Ça se déroulait un peu comme ça. Et on était debout, on ne nous a pas offert de nous asseoir. Alors, on s'est fait traiter en enfant, exactement. En étudiant, en élève. Vous étiez des enfants. Et lui était comme un père directeur. Tu sais, Et d'ailleurs, c'était ce que la réponse officielle de M. Duplessis, lorsque les étudiants avaient demandé une rencontre, il avait dit l'éducation, ça appartient aux parents. C'est ce qu'on écrivait dans notre temps, Richer ou Morissette. Que font ces enfants à Québec? Parce qu'à cette époque-là, tu avais beau avoir 21 ans, avoir le droit de vote, être à l'université. Tant que tu étais étudiant, tu étais un enfant, tu n'avais pas le droit de citer. Moi, ce qui me faisait peur, c'était deux choses. J'avais peur du ridicule. Parce que cet homme-là avait le calembour facile. Il avait le sens de la formule qui marchait dans la population. Il aurait pu avoir un mot. Il aurait vraiment pu nous ridiculiser. J'avais peur du ridicule, ou alors j'avais peur de l'oubli. J'avais peur qu'on nous oublie là. J'avais peur que personne ne s'occupe de nous, les médias, qu'on soit là, complètement inutile et servant à rien. C'est de ça que j'avais peur, moi, du ridicule ou de l'oubli. On a vraiment connu ce que c'était que d'aller à la limite de nos capacités. Alors, c'est là où ça a été très bon d'avoir une action commune et très solidaire. On a pu s'aider, n'était-ce que par le geste, n'était-ce que par parfois endurer celui qui traînait un peu de la patte. Et là, il y a eu les appuis des associations étudiantes. Telle université mandate officiellement les trois, c'est-à-dire maintenant vous parliez et vous vous êtes mis à être le représentant officiel de plus en plus d'associations étudiantes. Et il y a eu l'incident intéressant de Sherbrooke qui avait voté contre la grève et qui, dans cette semaine-là, a reçu une subvention particulière de 300 000 $. Ce qui nous alimentait, c'était le courrier qu'on recevait, qui était vraiment étonnant. Et non seulement dans les mots, mais aussi dans les gestes concrets, comme ouvrir des enveloppes et un jeune étudiant qui mettait 2 $ pour nous soutenir dans la vie de chaque jour, parce qu'on ne recevait pas d'argent de nulle part. Je me souviens que dans le Journal Vrai, notamment, on disait aux gens, écrivez aux trois. Jacques Hébert a fait plus dans ce sens-là que les associations étudiantes. À tous trois. Ayant toujours entendu dire qu'il fallait une intelligence supérieure pour faire un cours universitaire, je suis resté stupéfié à l'annonce de la grève de 5 universités. Comment vous, supposé intelligent, osez-vous prétendre dicter au gouvernement sa ligne de conduite? Ne savez-vous pas qu'il faut obéir au gouvernement établi? Sinon, votre conduite le laisse supposer. Il y a une lacune dans votre éducation, mais il n'est jamais trop tard. Pourquoi est-ce que je vous écris? Mon professeur et mes compagnes sont tous d'avis que vous devez réfléchir à votre conduite anormale. Cette lettre est le moyen dont nous usons pour vous dire notre opinion. Sincèrement, Ginette Courchaine, présidente de 11e année, École Notre-Dame de l'Assomption, Saint-Cyril. On peut deviner ce que les professeurs disaient dans ces institutions. Alors, voilà une des réactions J'en ai une, Bruno, j'en ai 3 courtes d'un autre ordre, de l'autre côté. Ici, mademoiselle, monsieur, veuillez s'il vous plaît accepter cet encouragement de la part d'un humble ouvrier. Merci. Georges Drouin, sur la rue Lemay à Montréal. Une autre ici qui est assez très sympathique. Messieurs, excuse Francine, messieurs les 3 étudiants, je sais que vous travaillez pour nous, pour que nous aillions à l'université. Merci beaucoup, bonne chance. J'espère que vous ne doublez pas votre année. Signé, je suis une... Ah, ça craque, là. Je suis petit. Je suis petit, mais je veux aller à l'université. Raymond Paquet, 4e année C.
Please find and enclose a sum of $1 to aid you in your expenses. Yours very truly, A.B. Leach. Veuillez prendre note que la population va vous lapider si vous ne débarrassez pas le Parlement bientôt, nous écrit courageusement un anonyme de Trois-Rivières. Mais ça, je dois dire que je pense pas que je déforme en disant que des lettres contre étaient vraiment très rares. Oui, oui. Moi, ça m'a vraiment étonné de voir la volumineuse correspondance des gens qui s'identifiaient à notre geste. Même des gens qui disaient, qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec nous, mais qui trouvaient M. Duplessis pas gentil de ne pas nous recevoir, parce que nous, on lui demandait poliment d'être reçu. Ça allait plus loin que ça, bien sûr, la plupart du temps. Pour en revenir à la fragilité de notre position, par moments qu'on sentait, moi, je l'ai senti très fort quand j'ai reçu la lettre de mon père, que je ne vous ai pas communiquée, je pense, Bruno et Jean-Pierre, qui disait « Excuse le côté un peu dur de cet exposé, il me semble qu'il faut essayer de crever les illusions. » Ça, il va le faire en 5 points. 1. Sur les motifs de ton action, tu sais que je suis d'accord. D'accord aussi sur les modalités actuelles, avec réserve que tu connais. Question du roulement. 2. Il faut nécessairement partir d'un autre fait aussi, à savoir que ta décision était hâtive, tu es d'accord là-dessus. Ce n'était pas un acte longuement réfléchi, tu es parti au soir d'une grève dans l'atmosphère que cela entraîne. Depuis, tu vis nécessairement, je veux dire qu'il ne peut en être autrement, dans une atmosphère un peu artificielle. Quand on baigne là-dedans, qu'on est surveillé par l'opinion publique, qu'au surplus on se sent prisonnier de son acte, il est difficile de réfléchir paisiblement sur la question. 3. Or, un point me paraît capital. On ne doit pas rester prisonnier d'un acte, on n'a pas le droit devant soi-même de rester l'esclave d'un rôle que le hasard a contribué à nous donner, sauf si l'on est sûr de s'identifier vraiment à cet acte et à ce rôle. Sans quoi il faut avoir le courage de se dégager vite, quoi qu'il arrive, quoi que les camarades disent. Ce n'est pas eux que l'acte engage. Au lieu, il les engage eux, qui ne sont pas nécessairement pareils devant lui. 4. Tout semble établir que votre action actuelle est de l'ordre individuel. Ou en tout cas, c'est une action minoritaire, très minoritaire. Vous risquez toujours d'un risque très précis d'être désavoué. Ce qui le prouve, c'est ce que tu nous répètes au sujet du roulement. Toute personne raisonnable reconnaît que si vous étiez vraiment mandaté, le roulement établirait bien mieux devant l'opinion que les étudiants sont engagés dans l'affaire et les y engagerait davantage d'une université à l'autre. Le seul motif objectif d'écarter cette solution, c'est l'incapacité où vous semblez être de réaliser le roulement. Dans une entreprise qui engage tant d'individus, cette incapacité montre à quel point votre action est minoritaire. 5. Encore 15 jours de ce régime et je crois que ton année est ratée. Ton voyage en Europe, en conséquence, remis à 1960. Des lettres comme ça, Mais tu nous as fait des cachets. Ça faisait passer des nuits blanches. Mais je me souviens du premier appel quand j'ai appelé ma mère. Je me dis que j'étais dans mes petits souliers et puis je parlais plus le même langage à ma mère. Et elle a senti ça, sûrement. Et à ce moment-là, elle a dit qu'elle n'était pas d'accord, mais qu'elle respectait ce que je faisais. Mais après ça, ça a toujours été, les fois que je l'appelais, ça a toujours été faut que tu t'en reviennes, puis quand ça va finir. Toi? Moi, mon père n'a jamais manifesté d'attitude ni positive ni négative. Il s'est abstenu totalement et j'avais l'impression qu'il me regardait aller et il n'a jamais posé quelque jugement que ce soit. Ma mère, c'était l'inquiétude. L'inquiétude de la perte de l'année scolaire, de qu'est-ce qui m'arriverait. Puis, surtout, elle craignait grandement que je ne puisse jamais devenir avocat parce que je ne pourrais pas passer mes examens au barreau. Parce qu'elle dit, cet homme-là va faire tout en son pouvoir pour faire en sorte que tu ne sois jamais reçu avocat. Alors, est-ce que le premier ministre vous a reçu ce matin? Encore ce matin, il n'a pas été reçu, mais le premier ministre nous a fait dire que ni lui ni son personnel n'avaient de temps à perdre. Qu'est-ce que vous désirez demander au premier ministre? Ce que nous demandons, c'est que les 6 présidents d'université soient reçus par le premier ministre, simplement.
Est-ce que vous êtes ici à titre personnel ou Non, comme représentant de l'Université de Montréal? Nous avons été premièrement mandatés par l'Université de Montréal, ensuite par l'Université Laval, et nous apprenons que nous sommes maintenant mandatés aussi par l'Université McGill. Nous attendons incessamment la réponse de Sir George et de Bishop. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes à Québec? Ça fait 13 jours qu'on est à Québec et on a essuyé aujourd'hui notre 9e refus. Est-ce que vous entendez revenir comme ça tous les matins pendant longtemps? Certainement, jusqu'à ce que nous ayons une réponse. Et quel est le but que vous vous proposez en espérant avoir une entrevue pour les présidents des universités? Qu'est-ce que les étudiants espèrent de cette rencontre? Alors, les étudiants veulent discuter avec le premier ministre des 5 conclusions du rapport général qui a été préparé par les 6 universités de la province de Québec et qui, à notre point de vue, est la question importante de l'éducation actuellement. Et ça se résume en fait seulement à ce que les universités aient des octrois statutaires et que l'instruction soit une question de talent et non pas d'argent. Mais justement, est-ce que le public comprend bien la situation? C'est-à-dire, le public ne croit peut-être pas que les étudiants sont à plaindre. Vous-même, vous n'avez pas l'air d'être trop mal en point. On voit beaucoup d'automobiles sur les campus. Oui, l'argument des automobiles prouve justement que l'instruction actuellement est réservée simplement à une classe privilégiée de la population. Si on aperçoit beaucoup d'automobiles, c'est donc que les étudiants qui sont actuellement à l'université ont beaucoup d'argent. Mais ce que l'on veut, c'est que ceux qui ne peuvent pas venir à l'université puissent venir grâce à des bourses qui viendraient du gouvernement. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les 9 premiers ministres des autres provinces ont reçu les délégations étudiantes. Alors seul M. Duplessis n'a pas voulu recevoir les étudiants, qui représentent tout de même 22 000 citoyens dans la province. Eh bien, espérons que votre attitude amène le public et les autorités à diffuser plus largement encore la cause de l'éducation. Nous avons l'entier appui du public. Si on considère toutes les lettres qui nous viennent de tous les coins de la province, on peut dire que nous avons l'appui de tout le public en général sur cette question d'éducation. Et nous demandons encore au public de nous écrire à 29 rue Couillard à Québec. Merci, messieurs. Merci, mademoiselle. Merci. Le père Lévesque, le supérieur de la maison Montmorency, il entrait régulièrement en communication avec nous et il nous donnait des indications précieuses. Il nous avait fait savoir par une personne interposée que le gouvernement se préparait à recevoir un autre groupe à notre place, de telle sorte qu'il y aurait eu confusion et notre geste serait... La Ligue d'action universitaire. C'est ça. Alors... Formé du frère de Daniel Johnson, du beau-frère de Jean-Jacques Bertrand. Ah, Maurice Johnson. Non, Jimmy Johnson, Maurice Giroux. Puis les gars qui avaient voté contre la grève, l'actuel juge Mirand, puis Moreau, puis quelques autres, ils n'étaient pas très nombreux. C'était bidon, d'ailleurs, il y avait des noms dans leur liste. On a vérifié auprès d'eux, puis on dit, j'ai jamais entendu parler de ça, moi. Je dois vous dire que l'entrevue que nous a accordée aujourd'hui le premier ministre de province s'est déroulée dans une atmosphère de cordialité parfaite. Le premier ministre a répondu à toutes les questions que nous lui avons posées et sans aucune hésitation. Après 2 heures d'entretien, nous avons obtenu l'assurance du premier ministre qu'une aide substantiellement accrue serait apportée non seulement aux étudiants qui fréquentent nos universités, mais même aux étudiants qui fréquentent les écoles techniques, qui fréquentent les écoles spécialisées et qui fréquentent les cours secondaires. Voici copie des résolutions adoptées cet après-midi à Réunion. La décision du premier ministre de rencontrer la Ligue d'action universitaire doit être interprétée comme une porte de sortie en face des revendications au sujet de l'aide à l'éducation universitaire. L'aide que le premier ministre, par l'intermédiaire de la Ligue d'action universitaire, veut apporter à l'éducation universitaire, c'est-à-dire par une augmentation des bourses et des prêts, tend avant tout à satisfaire l'opinion publique, mais néglige un des aspects que nous croyons les plus importants, le don aux universités d'octroi qui ne soit plus discrétionnaire, mais statutaire. Mais alors, est-ce que, selon vous, ces promesses du premier ministre du gouvernement de Québec répondent vraiment aux besoins de la population étudiante d'aujourd'hui? Sincèrement, je crois, pour ma part, que nous sommes devant un problème excessivement complexe, que la situation devant laquelle nous sommes actuellement dans la province
Et je crois que cette situation-là, ce problème sera solutionné par ce projet de loi que nous propose le Premier ministre, en ce sens que le double problème est d'accessibilité à l'université et également celui d'y demeurer pour enfin en sortir, eh bien, ce double problème sera définitivement réglé. Il faut se situer dans l'époque. Les syndicats avaient affronté Duplessis, mais ils l'avaient affronté avec des échecs. On n'avait jamais connu de victoire, dans le fond. Murdochville, c'est un échec lamentable. Asbestos avait été un échec. C'est des mobilisations qui avaient fini en du matraquage. Et avec c'était la grève étudiante de 58, du printemps, l'Action des Trois à Québec, les assemblées publiques, là, il y a eu comme une conjugaison des forces d'opposition qui sont manifestées ensemble. Les profs d'université qui n'étaient pas syndiqués, qui pouvaient être congédiés le lendemain, qui acceptaient de se mouiller, je pense que l'opposition au régime, à la société de l'époque se manifestait, éclatait partout. Et les trois, à mon sens, ont été un catalyseur. Et c'était important. Évidemment, quand on voit ça après ça, avec la Révolution tranquille, on l'oublie. Mais jusqu'à quel point ça a pu précipiter les choses, ça a pu amener des gens à se rencontrer, ça a pu sortir des gens du désespoir aussi, parce qu'à force de toujours perdre tout ce qu'on entreprend, parce qu'on ne gagnait jamais, on se faisait toujours avoir. Sur le plan politique, les libéraux se faisaient abattre à tout coup. Sur le plan social, les syndicats perdaient leur bataille. Et là, pour une fois, on avait l'impression de marquer des points, puis surtout de détendre ce mouvement de contestation. Moi, quand je pense à ça maintenant, je pense que si je cherche ce que les trois vous avez eu de spécifique, d'historique dans toute la succession des manifestations contre le régime qui préparait, disons, la Révolution tranquille, pour moi, vous autres, vous avez, par un événement fortuit, mais par quand même une espèce de génie et de spontanéité, été relancer le pouvoir dans une fibre sur laquelle on ne l'avait pas encore vraiment contesté, et c'est le paternalisme. Puis c'est ça probablement qui a désarçonné Duplessis, puis qui a fait pendant quelques jours, il n'a pas trouvé son calembour. Il était habitué d'avoir des oppositions de la part des syndicats, d'avoir d'un autre parti politique, de la part des penseurs intellectuels à l'université qui avaient quand même une certaine protection contre lui. Mais là, se faire relancer comme père de la nation, vous vous souvenez ces slogans des élections antérieures aux 52 et 56, Duplessis donne à sa province, c'est pas un beau slogan politique. Et ça, c'est culturel, au fond, dans l'esprit. C'est pas une Duplessis, que vous touchiez. Vous touchiez les gens qui vous ont engueulé dans des lettres. Vous menaciez quelque chose de profondément culturel en eux, qui était de décider si le paternalisme ambiant général était une bonne chose, ou bien non, s'il n'y avait pas déjà de plus en plus de monde qui le remettait en question. Et vous autres, au soir d'une grève, tout à coup, vous prenez le train et vous incarnez ça. Et pour moi, historiquement, la spécificité de votre action, c'est ça. Vous avez dit au paternalisme, ça suffit. La réhabilitation actuelle de Duplessis me semble très inquiétante, surtout auprès des générations qui n'ont pas connu ce régime-là. Je veux dire, quand on voit le sympathique Jean Lapointe dans la série que vous connaissez, quand on voit la statue qu'on lui a érigée à Québec, quand on voit les erreurs que fait Conrad Black, moi, je trouve ça assez inquiétant de penser que les gens aujourd'hui, là, qui découvrent l'histoire, voient Duplessis sous ce jour-là. Un brave type, débonnaire, charmant, jovial, bien sûr, qui avait ses petits côtés. Je trouve ça effrayant. Nous avons fait, comme étudiants, un certain nombre de choses que des travailleurs ont faites à l'intérieur des syndicats, que des professeurs essayaient de faire et que même des journalistes essayaient également de faire à travers leurs journaux. Nous avons été le reflet de notre génération au niveau universitaire. Nous étions, pour moi, dans une... Oui, mais ce qu'on est en train d'expliquer, là, Bruno, c'est qu'à part d'y participer, qu'est-ce que ça fait d'en avoir été un symbole? Et là, il faut vraiment se référer à la notion de symbole pour comprendre. De la même façon que moi,
avait rien de glorieux, particulièrement extraordinaire de se faire mettre dehors d'un bureau du Duplessis, mais ça a réveillé tout le problème de la liberté de presse à Tribune de la presse. C'est un symbole plus pour toi, Guy, dans ton souvenir de ta carrière, comme pour les gens. C'est devenu un symbole. Un symbole, ça appartient aux autres. C'est devenu une façon de se référer à un problème. Ben, dans un milieu donné, vous connaissez les trois. C'est vrai que mais Bruno... dans l'histoire du Québec, les trois, Guy Lamarche n'est pas couché dans l'histoire. Non, exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Ce dont ils ont été les symboles doivent être expliqués maintenant à travers ce qui s'est vraiment passé dans la société à ce moment-là. C'est ça, être un symbole. C'est d'être rien, au fond, dans la réalité, peut-être pas grand-chose dans la réalité, mais de symboliser une affaire énorme qui se passe par ailleurs dans la société. C'est ça, être un symbole. Et dans la petite histoire du Québec, mettons, parce que histoire avec un grand H, n'exagérons pas, je pense que, comme vous disiez tous les deux, on est arrivé à un moment, on est arrivé au bon moment, et on a été un peu le début de la fin du régime duplessiste parce qu'on a été la preuve qu'il était vulnérable. On a été un peu la première preuve qu'il n'était pas invincible. Parce qu'après ça est arrivé le scandale du gaz naturel. Et puis, s'il n'était pas mort, peut-être qu'il aurait été battu. C'était pas des lits superposés. Non, non. C'était deux petits Mais je t'avais dit que c'était Mme Clavette. Oui. Et ta chambre, tu l'as retrouvée? Ah, la grande chambre. La gâtée. To those sons of Quebec who gave their lives in South Africa while fighting for the empire. AD 1899, 1902. Puis là, on allait voir Monsieur Duplessis. C'est le seul qui pouvait tous les matins réciter ça. Jean-Pierre, tu as été... exemplaire là-dessus. Tous les matins. Ah oui, c'est grave. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Tais-toi, toi. C'est ça. Bon. Bon, tu es Barrette. Barrette, oui. Antoine Rivard. Bon. Tais-toi, toi. Là, il nous manque celui-ci. Ah, c'est un petit tout, toi. Tiens. Ah. Le connais-tu? Non. Non. Mais... Il n'y a pas le soleil, t'es ici. Oui. Ça. Monsieur Antonio. Un bleu pour le drapeau. Oui. Ça. Là, il nous manque le principal. Non, celui-là ici, c'est Antoine. C'est Antoine. Tiens. Deux fois Antoine. Deux fois. En plate, il n'avait pas sa bouche, il ne pouvait pas répondre. Les Français, on te le laisse. Le saint des saints, voilà.
Entrez. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Francine Laurando. Bonjour, monsieur. Plaisir. Mais il me semblait que je vous avais fait dire que le premier ministre ne vous recevrait pas. Oui, mais vous nous avez dit pour hier, pas pour aujourd'hui. C'est ça que vous avez répondu, je pense. Oui. Et vous, je vous avais demandé, est-ce que Oui, M. Tourigny, ça tourne. Je vous avais demandé, est-ce que votre mère sait que vous êtes ici? Et là, vous aviez fait une grimace. Je comprends, je venais d'avoir 21 Mais ans. vous étiez entré à première. Oui, oui. Ah, on Je n'est sais pas lié, pas on qui laisse est- sa femme d'abord. C'est bien moi, ça. Je sais pas qui était. Oui. Qui était le deuxième? C'est Méloche? Je pense que c'est moi qui étais C'est le vous? deuxième. Vous étiez en arrière. C'est plus grand. Moi, je sais pas, Francine, vous êtes, je crois, oui, plus grande, un peu plus grande que... Ah, Oui, ouais? effectivement, je crois que tu as grandi. Oui. Inlassablement, tous les matins, venez Oui. frapper chez vous. Mais vous avez-tu trouvé que j'étais patient un peu? Oui. Moi aussi, oui, j'ai trouvé que vous étiez très patient. Oui, nous étions tous très patients. Mais nous étions aussi craintifs. Dites-moi pas, vous n'aviez pas peur de moi? Non, du tout, du Vous tout. aviez du peur tout. de quoi? Ouais, C'était ça nous apparaît ça nous apparaissait quand même très solennel. Le décor, Ah oui? tout le corridor. Et, Ah, le corridor, moi, j'avais pas d'antichambre. L'antichambre, C'est ça. c'était l'antichambre C'est commun du premier ministre et de moi. Toutes les portes fermées, on entrait, c'était un peu sombre. Là. Oui, C'était angoissant, oui, on savait il y avait jamais un qu'est-ce qui allait corridor arriver. sombre. À part ça, c'était tout le système de l'époque, ce que représentait M. Duplessis, le pouvoir, vraiment dans tous les domaines, et puis nécessairement l'institution aussi elle-même. Et parfois, on craignait, quand on a vu une couple de fois, c'est pas arrivé souvent, mais une couple de fois, il y avait des policiers. Et puis là, on s'est dit, ce matin, ça y est. Il y avait- On va se faire non, amener. Non, moi, j'avais donné des instructions qu'il n'y avait aucune police qui devait apparaître alentour. Ah, il y a des fois, une couple de fois, ils ont manqué à Vous leur, aviez dû nous le dire dans parole. le temps. Je savais que vous attendiez à ça. D'ailleurs, on me l'avait dit. On Oui, m'avait oui. téléphoné pour dire que vous attendiez la police. Et il y avait même un photographe que vous aviez caché quelque part. Oui, oui, oui. Vous vous rappelez de ça? oui. Et je savais tout ça, moi. Vous étiez- Je n'ai pas dit un mot, je savais tout ça. Ben, nous, on entendait aussi des rumeurs. Vous connaissez la ville de Québec. Sûrement. Alors, les rumeurs fusaient et on nous prédisait toutes sortes de choses. à chaque police. jour. Ce qui faisait que... Un régiment de la subissait- police. On subissait une tension. On s'attendait pas à un régiment, on était juste trois. Ici, c'était l'exclusion de l'Assemblée nationale parce que durant la journée, on se retirait. Alors, on s'assoyait dans l'Assemblée nationale et on passait notre journée là. Ah, vous restiez là? Oui, toute la journée. Ah bon? Au cas où... Il vous recevrait. Oui. Au cas où il aurait changé d'idée. Vous aviez fait ça d'une façon très distinguée, par exemple. Vous étiez courtois, vous étiez poli, vous n'aviez pas fait de bruit du tout. Moi, j'avais apprécié ça. Je crois pas. J'ai pas vu de remontée, moi, de vos visites. Ben, quand on regarde là, le cahier de presse, on s'aperçoit Oui? qu'il y a des périodes où Ah, il y moi, avait j'ai vraiment plus de j'ai nouvelles. pas revu ça depuis très longtemps. Ah ouais. Vous souvenez-vous, M. Tourigny, à certains moments donnés, vous nous parliez en latin? Vraiment? Oui. Nihil novi subsol et... Nihil sub, c'est ça. Subsoli, ouais. Par exemple. Vraiment? Oui, oui, c'était Ah. une des phrases que vous utilisiez à M. l'occasion. Duplessis disait, lui, il n'y a rien de nouveau sous la calotte des cieux. Vous rappelez-vous de ça? Oui. Vous êtes jeune un peu, vous autres. Vous êtes jeune, mais c'était une de ses phrases préférées dans ses discours. Rien de nouveau sous la calotte des cieux. Qu'est-ce qu'il disait de nous, M. Duplessis? Ah, mais M. Duplessis, ça faisait pas partie de ses préoccupations. Mais des fois, il y avait peut-être des petites réactions agacées ou je sais pas. Ou... Non. Non. Il va bien des fois dire Non, est-ce qu'ils sont il encore devait, là? il devait, en passant, vous jeter un coup d'œil. Il ne regardait pas les deux autres. Mais à part ça, il n'y a pas eu de réaction. Je pense bien qu'il aurait aimé régler la question la première journée. Et pour plus n'entendre parler, ça, c'est normal. Hein. Mais... vous autres aussi. Est-ce que M. Duplessis acceptait facilement les conseils ou c'est un homme qui prenait ses décisions? Il demandait beaucoup de conseils. Et il y avait beaucoup d'amis libéraux qui lui donnaient des conseils, qu'il acceptait avec plaisir. Ah bon? Il y avait ses ramifications. Il y avait ses ramifications, il demandait conseil à tout le monde.
Il y a beaucoup de monde, mais sans que personne ne sache et sans que ça paraisse souvent. C'est un homme qui était de bonne humeur en général, M. Duplessis, ou c'est un homme un peu à carrière? Oui. Non, il était de bonne humeur. Demain, vers la fin, il était malade. Tout le monde le constatait. Nous autres, moi le premier. Mais vous qui l'avez connu de si près, si longtemps, si on vous demandait de résumer cet homme, qu'est-ce que vous diriez? Bien, je dirais que d'abord, il a réussi parce que c'était un travailleur acharné. Parce qu'il avait énormément de talent. Et parce qu'il n'a pas fait trop de maladresse. C'est pour ça que dans sa vie politique, puis il a fait de grandes choses. Il avait sûrement un grand... Moi, je ne crois pas, vous savez, que c'était les années de la Grande Noirceur. Il y en a peut-être eu une ou deux à la fin, mais avant ça, ça n'a pas été la Grande Noirceur. Parce qu'il s'est fait des choses extraordinaires. Et après ça, ben, tout n'a pas été très bien. Je ne veux pas faire de politique, mais tout n'a pas été si beau. La Révolution tranquille, vous autres, vous êtes peut-être les derniers à avoir profité du système d'éducation qui existait dans les années 50. Et il y a d'autres choses, ne parlons pas de politique. Parce que j'ai notre ami M. Goyer qui... Vous n'êtes pas sorti de la politique. Oui, oui. Temporairement. Oh non, non, non. M. Duplessis avait toujours eu des bonnes relations avec les libéraux, le Parti libéral. Oui, pas avec M. King. Non, avec M. Saint-Laurent, oui, pas avec M. King. D'ailleurs, on ne demande pas à une province de laisser aller des pouvoirs qui lui sont spécialement donnés par la Constitution, par simple lettre. C'est pas un seul homme qui peut décider ça. On aurait dû au moins exiger un arrêt en conseil. Alors qu'avec M. Saint-Laurent, c'était cordial. M. Saint-Laurent, c'était cordial. D'ailleurs, ils se rencontraient. Personne ne le savait, mais ils se rencontraient à Montréal. Ah oui. Mais il y avait réglé... Peut-être pas très, très souvent, mais ils se rencontraient à Montréal. Il consultait le clergé, mais aussi il donnait... Il mangeait dans sa main. Le clergé, les évêques mangeaient dans sa main. Ça, vous vouliez dire, non, hein? Non, je ne vais pas dire ça parce que je ne suis pas certain que lui ait dit ça à l'époque. Bon, ça a été dit. Ça a été dit publiquement plusieurs fois. C'était écrit, même. Ça a été écrit. Mais c'était pas le cas. C'était pas le cas. Je pense que on a été privilégiés ici d'avoir un épiscopat d'intelligence supérieure et qui, généralement, a très bien guidé le pouvoir religieux et le pouvoir civil ici. Ouais. Mais revenant au domaine de l'éducation, comment M. Duplessis voyait-il l'état des universités du Québec à l'époque, dont, mettons, situons-nous lorsque nous, on est venus ici? Oui. C'est à la suite de la commission royale d'enquête du juge Thomas Tremblay, enfin, tous les... Justement. D'abord, il faut dire une chose, c'est que les bourses, ça existait. M. McConnell a donné énormément d'argent pour les bourses. C'était administré par, ici, par des assistants du premier ministre, dont je n'étais pas. Il y avait quelqu'un d'autre qui s'occupait de ça. Mais il s'est donné énormément de bourses. Nous, sur les campus, M. Même l'argent que M. McConnell... Qui était M. McConnell? M. McConnell était un multimillionnaire, propriétaire du Star. Entre autres, le sucre aussi. Propriétaire de la St. Lawrence Sugar. C'était là qu'allaient se reposer dans ces chalets du Nord, qu'allaient se reposer les membres de la famille royale quand ils venaient ici. Mais M. Toigny, sur les campus, nous autres, ce qu'on voyait, puis ce qu'on entendait, c'est que c'était les amis du régime, c'est-à-dire les enfants des amis du régime qui recevaient ces bourses-là. Ben, c'était politisé. C'est normal qu'ils se donnent d'argent aux gens qu'on connaît mieux, on connaît mieux leurs moyens. C'est absolument normal. C'est ce que, d'ailleurs,
un ancien ministre du cabinet québécois appelait le bon patronage. Ah oui, oui. Il y a un ancien ministre fédéral qui a déjà dit ça aussi. Oui, justement. Mais l'état des universités, est-ce que ça le préoccupait ou c'était pas une priorité pour lui à l'époque? Bien, oui, ça le préoccupait énormément parce qu'il voyait qu'il fallait nécessairement élargir le nombre d'étudiants. Il y en a beaucoup qui ne pouvaient pas aller aux études parce que... Et c'est là qu'il a songé à établir ça. Il est mort trop vite et puis il était malade au moment. D'ailleurs, ça n'a pas nuit, vos visites ici. Ça n'a pas nuit aux universités parce que c'est pas longtemps après, d'ailleurs, que c'est établi un régime de bourses, de prêts. On a commencé avec des prêts. Il y a eu des bourses. Et après ça, il y a eu des prêts. Après ça, il y a eu des prêts-bourses. C'est ça. Hein? C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, non, vos démarches ont peut-être... C'est gratuit, ce que je dis. Ont peut-être servi. Ont certainement préparé un peu les voies. Ça n'a pas été complètement inutile. C'est vous autres qui avez été les pires. Vous trois. On répète souvent, mais il a été battu en 60. Il n'a jamais été battu. Il est mort en 59. Il y a des gens qui savent oublier ça. Oui, il n'y avait pas énormément d'amis. Non. Il y avait quelques amis. Ça s'est terminé. On ne savait pas comment terminer ça. Et c'est à l'occasion d'une information qui nous a été transmise. Je pense que c'est plus un secret que de le dire. C'est pas briser un secret que de le dire aujourd'hui. Mais c'est Pierre Sauvé, qui est le fils de Paul Sauvé, qui était ministre responsable de l'Éducation à l'époque. Et Pierre nous avait dit qu'il avait l'impression que lorsque la période des examens arriverait, que M. Duplessis choisirait ce moment-là pour nous recevoir et un peu rire de nous et puis et nous donner une bonne leçon, sachant qu'on ne pourrait pas se retourner vers les associations étudiantes pour leur demander leur soutien et puis peut-être faire une grève. Bon. En pleine période d'examen, on savait que c'était charrier que de penser qu'on pourrait réveiller l'intérêt des étudiants. Alors, lorsqu'on a vu ça, on a palabré, bien sûr, et puis on a décidé qu'on allait annoncer qu'on mettait fin à ce sit-in, si vous voulez, et qu'on allait désormais porter le débat dans la population. Vers la fin, là, j'avais une sensation d'être prise au piège, exactement, oui. Et j'avais l'habitude de dire plus tard, on est resté là 3 mois et on y serait encore si les présidents des universités n'avaient pas pris le prétexte de la fin de l'année universitaire pour venir nous chercher en grande pompe à Québec. Ils sont montés à Québec? Oui, ou quelques-uns d'entre eux en tout cas. Oui, ils sont venus vraiment nous relever officiellement de nos fonctions. La seule question qui m'est venue à un moment donné, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est beaucoup payé? Est-ce que vous, Bruno Meloche, avez bien fait de faire ça? Parce qu'il y avait toujours le discours officiel des parents, des voisins, des gens. Pourquoi, Bruno, précipites-tu les choses? Pourquoi vas-tu si vite? Pourquoi n'attendez-vous pas de terminer vos études pour participer au grand discours politique sur les choses de l'État? C'est ce qu'on nous disait. Vous êtes à l'université pour étudier. Étudiez donc. Vous ferez ça après. Moi, c'était l'année de mes examens de barreau. Alors, ça c'était foiré. Hein.
Vous êtes obligé de refaire un an? Ah oui, j'étais obligé de reprendre mes examens par la suite. Non, ça, c'était un moment un peu plus pénible. Mais c'était le prix à payer. Il fallait s'attendre à payer quand même un prix quand on s'engage dans une voie comme celle-là. Le doyen de la faculté m'a dit, écoutez, M. Meloche, vous ne pouvez pas vous présenter à la reprise. J'ai dit non, pourquoi? Bien, il dit, vous n'étiez pas là lors de la journée de l'examen. J'ai dit, effectivement. Il dit, tout le monde savait que j'étais à Québec, alors j'ai pas d'autre raison que celle-là. Alors, il dit, c'est justement parce que vous avez cette raison-là qu'on ne peut pas vous accepter. Donc, ayant raté mon année universitaire à cause de notre absence, bien sûr, on aurait toujours pu nous admettre à des reprises, mais ils ont décidé d'appliquer à la lettre les règlements. Donc, ayant raté mon année universitaire, j'ai décidé de ne pas retourner à l'Université de Montréal et de tout de suite me mettre à gagner des sous, ce que j'ai fait. Donc, en juin 60, je suis partie pour Paris pour 1 an, croyais-je, mais j'y suis restée 6 ans. On est resté 6 ans. Ouais. Bon. Puis là, j'ai découvert, bon, j'ai fait Sciences Po, mais j'ai petit à petit découvert que vraiment mon tempérament ne me portait pas au militantisme actif. Je veux dire, je m'intéressais toujours à la politique, là, mais... Puis je me suis intéressée davantage au cinéma, au théâtre. Et puis je suis revenue à Montréal par la suite et je suis toujours restée un peu dans ces domaines-là. Moi, je retournerai ce monument-là à Trois-Rivières. C'est sa ville natale, après tout.